soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né le 5 avril 1959 à Suresnes dans le 92. Il entre dans la vie active après son bac, serveur, testeur de médicaments, garçon de bureau au Monde, concepteur des dossiers de presse, notamment pour Manuel Canovas et Dior. Il intègre à 18 ans le ministère de la Jeunesse comme documentaliste, puis il crée et dirige la société APS, un Argus de la presse spécialisée dans le spectacle, agence qu'il déplace chaque année au Festival de Cannes. Après 5 ans, il décide de prendre le large et voyage toute une année en Afrique et en Grèce. À son retour, il devient pigiste pour de nombreux journaux, Elle, Le Figaro Magazine, Femme, Periscope, Maison Française, Libération, Le Nouvel Observateur, où il signe des articles sur le cinéma, la musique et des personnalités. Il entre parallèlement dans l'édition, d'abord comme attaché de presse aux éditions 13, groupe Carrière, puis comme directeur du service de presse de Jean-Claude Lattès pendant 7 ans et directeur du service de presse aux éditions Plomb pendant 10 ans. En 2006, il dirige une agence de communication qui porte son nom d'ailleurs, spécialisée dans l'édition et qui s'ouvre également sur la musique, les expositions et les spectacles. Depuis 2017, il est attaché de presse indépendant. En 91, il publie son premier roman, Papa et Maman sont morts, aux éditions Point Virgule, chez Seuil. Au Pays des Kangourous, son troisième roman est publié aux éditions Don Quichotte en 2012. Son quatrième roman, L'été des Lucioles, est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson en 2014. Et enfin, son dernier roman, Vertige des falaises, a été publié chez Plomb en avril 2017. Et puis en 2018, pour terminer, il publie un recueil de nouvelles chez Gallimard dans la collection Haute Enfance, La lumière est à moi. Il s'agit de Gilles Paris, il vous présente son dernier livre, Inventer les couleurs, et illustré par Aline Zalco aux éditions Gallimard Jeunesse, qui d'ailleurs en profite pour saluer et remercier Jules, qui se reconnaîtra et qui sans lui, cette interview n'aurait pu se faire. Gilles Paris, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Merci, bonjour Guillaume. Gilles, quelle belle Oui, présentation, il y a beaucoup de choses à dire sur vous, c'est incroyable, vous avez un CV, on peut le dire quasiment, non mais un CV vraiment... oui, puis ah après oui, il y a plein de choses que j'ai pas mis parce que sinon on n'en finirait pas, mais c'est une vie, vous savez, une vie active quoi. Quand on décide de travailler après le bac, on a un parcours peut-être plus long d'une certaine manière que ceux qui font des études. Moi je voulais faire des études au départ, mais voilà, c'était pas possible, il fallait que je paye mon loyer, donc j'ai fait toutes sortes de petits boulots avant de trouver des jobs un peu plus stables. alors racontez-nous votre expérience comme pigiste pour la presse. Ah, vous en avez fait, dis C'était donc. très intéressant, c'est après mon retour de voyage. En fait, comme j'avais travaillé, j'avais dirigé cet Argus de la presse dont vous parliez, qui était consacré au spectacle, je connaissais beaucoup d'attachés de presse dans le cinéma, et quand je suis revenu, en fait, très gentiment, je suis allé les voir, je leur ai passé un petit coup de fil, et elles m'ont permis, au fond, finalement, d'aller vers des journaux prestigieux, et j'arrivais avec des interviews possibles d'acteurs très connus, donc c'est vrai que ça m'a facilité un peu l'entrée aussi dans tous ces supports et ça m'a permis de faire des grands entretiens pendant au moins une bonne dizaine d'années d'ailleurs. Hein. Ça a duré assez longtemps et puis après j'ai décidé d'arrêter parce que j'entrais dans l'édition, que j'avais commencé à publier mon premier roman et je voulais pas trop multiplier les activités et j'ai donc cessé d'écrire pour la presse. Vous parliez de rencontres, voilà, pendant ces 10 années, vous avez fait ça. Une rencontre qui vous a marqué plus que d'autres. Dans les entretiens que j'ai faits, je me souviens surtout d'un grand entretien pour le Figaro Magazine que j'ai fait avec Meryl Streep. Et c'était un souvenir super parce que c'était une femme très simple, presque banale, je dirais, en entretien, et qui expliquait d'ailleurs à quel point sa vie aussi l'était, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais que dans les films, ça lui permettait de jouer des rôles qu'elle n'aurait jamais dans sa propre vie, en fait, finalement, et qui lui permettait de s'évader totalement, d'avoir une vie extraordinaire dans tous les sens du terme. Voilà, et je trouvais ça assez beau pour une femme qu'on admire beaucoup et qui est capable qui est capable de jouer n'importe quel rôle et de se métamorphoser aussi à travers les différents films qu'elle a fait, des films sérieux, des comédies musicales, des drames, des comédies sentimentales ou romantiques. Et c'est une actrice qui m'a vraiment bluffé par sa simplicité. J'y parie, pourquoi avoir créé votre propre agence de presse indépendante pour les auteurs? Oui, pourquoi votre propre Parce agence? que j'ai travaillé longtemps pour les maisons d'édition, j'ai été salarié au fond finalement pratiquement plus
plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai toujours été une sorte d'électron libre, y compris dans les maisons où je travaillais. Et en fait, dans une entreprise, c'est pas évident d'être un électron libre et c'est pas toujours bien apprécié. Et j'ai toujours été quelqu'un, au fond, très indépendant et qui tient à sa liberté. Donc, il était un peu logique, au fond, finalement, qu'après avoir quitté Plon, maison pour laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans, j'avais envie, justement, de me mettre à mon compte et puis de voir ce que ça donnait. Au fond, j'avais pas du tout l'idée d'y rester d'une certaine manière. Je pensais que c'était pour un temps et en fait, ça m'a bien plu parce que c'est pas toujours facile, c'est pas un métier facile d'être indépendant, mais en même temps, ça permet une belle liberté et du temps à soi, en fait. Vous savez, la plupart des indépendants et des gens qui travaillent de cette manière-là travaillent un peu comme des salariés. Moi, j'ai des horaires quasi de bureau, mais je les dépasse moins aujourd'hui et j'essaie d'être un peu raisonnable dans ce que je fais et dans mon travail pour me garder du temps, justement pour écrire. Quelles sont vos passions quand vous n'écrivez pas, notamment, et que vous n'êtes pas avec Alors, votre propre agence? ma grande passion, j'aime beaucoup. J'ai la chance de faire des choses que j'aime. C'est vraiment un privilège auquel on ne pense jamais, mais auquel on devrait penser davantage, parce que j'imagine à quel point ça doit être difficile de se lever le matin et de se dire qu'on va faire quelque chose qu'on n'aime pas. Moi, j'ai cette chance d'avoir toujours été intransigeant là-dessus et d'avoir toujours fait et la possibilité de faire des choses que j'aimais. Alors, des passions, j'ai une grande passion pour la musique. J'adore la musique. J'ai une quantité invraisemblable de CD à la maison, mais bon, comme tout le monde, maintenant, je fonctionne beaucoup sur Apple et je me fais des playlists et j'écris beaucoup en musique, donc la musique, évidemment, est très importante pour moi et j'en écoute pratiquement toute la journée. Quel style plutôt, Gilles? Oh, de tout, ça peut être de l'électronique, ça peut être de la pop, de la variété française ou internationale. Je suis vraiment très, les musiques du monde aussi me plaisent beaucoup, donc voilà, j'ai vraiment une palette très large. Si l'on s'invite chez vous, et ouais, on s'imagine, on est avec vous, dans votre maison ou Ah oui, appartement, on est avec il vous. y a plus de CD que de livres, en fait. Pour Et quelqu'un qui travaille dans l'édition depuis 35 ans, à peu près, les livres, j'ai cessé d'en amener chez moi parce que je trouvais qu'à un moment donné, la bibliothèque ne ressemblait pas forcément. C'est parce que quand on est attaché de presse et qu'on défend un certain nombre de livres, il y a des livres qui me rappellent de très bons souvenirs et que je suis ravi d'avoir dans mes étagères et dans mes bibliothèques. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres livres qui sont moins importants. Donc maintenant, en fait, finalement, je ne mets dans ma bibliothèque que des livres qui me plaisent vraiment et qui m'intéressent vraiment. Et pendant que les CD, j'en achète encore beaucoup moins maintenant, mais j'en ai acheté à une époque, j'en achetais plusieurs fois par semaine. Et c'est vrai que la musique a pris le pas un peu, on pourrait dire d'une certaine manière, sur les livres. les livres, si on va dans votre bibliothèque, ça va être plutôt quoi comme style? C'est très bordélique, c'est très mal rangé, voilà, c'est au gré des déménagements que j'ai fait. Peut-être que ça a été mieux rangé à une époque, mais maintenant, dans mes bibliothèques, tout est mélangé, les genres, les maisons d'édition, les auteurs. C'est un joyeux bordel et en même temps, j'aime bien parce que quand je cherche un livre, évidemment, je le trouve jamais. Mais je sais pas, j'aime cette espèce d'uniformité hasardeuse de cette bibliothèque qui ne ressemble à rien, mais qui est la mienne. Gilles Paris, s'intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier livre en collaboration, on l'a dit, avec Aline Zalco, qui s'intitule Inventer les couleurs aux éditions Gallimard Jeunesse. Première question qu'on a envie de vous poser, comment vous est venue cette idée d'écrire cet ouvrage? Expliquez-nous, et puis surtout, cette association avec Aline Zalco, expliquez-nous tout cela. Oui, absolument. Comment est venue l'idée? Tout simplement, ça fait très longtemps que je veux faire un livre jeunesse, comme ça fait très longtemps que je voulais faire aussi un recueil de nouvelles que j'ai publié en octobre dernier, que vous avez cité tout à l'heure. La lumière est à moi, et je pense que la vie, et en tout cas la mienne, est vraiment faite sans cesse de hasard et de rencontres. Je crois que les rencontres sont très importantes. En fait, jusqu'à ce que je rencontre Colline Faure-Poiret, qui est mon éditrice chez Gallimard, j'avais essayé plusieurs fois de placer des nouvelles, de placer des idées jeunesse dans des maisons d'édition spécialisées, et ça n'avait jamais fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas le temps. Et en fait, Colline m'a contacté alors que j'écrivais le Vertige des falaises. Elle avait lu la plupart de mes livres, on a déjeuné ensemble et au déjeuner, elle m'a proposé de faire 2 livres avec elle, un recueil de nouvelles et justement mon premier livre jeunesse. Et c'était assez miraculeux parce que c'était vraiment un condensé de ce que je voulais vraiment faire dans l'édition. C'était pour moi aussi 2 risques, c'est-à-dire que le recueil de nouvelles n'est pas quelque chose de facile en France. Il faudrait booster un peu les libraires, les éditeurs, leur faire comprendre qu'il y a une possibilité de lecteur de nouvelles en France. Il y a des gens
genre-là marche aussi quand même très bien avec celle d'Éric Emmanuel Schmitt ou Anna Gavalda, mais il y a beaucoup de livres de nouvelles qui sortent et il faudrait les mettre en valeur, créer, je sais pas, un prix de la nouvelle. Il faudrait s'intéresser d'un peu plus près à ça parce que aujourd'hui on a l'impression que les gens n'ont plus le temps de lire comme ils le faisaient autrefois et la nouvelle est peut-être une alternative intéressante. En tout cas, j'étais heureux de faire ce recueil avec Colline. Et puis après, le livre pour la jeunesse est venu naturellement. On a choisi un texte avec Colline qui lui plaisait beaucoup. Et puis ensuite, vous savez, dans l'édition jeunesse, les illustrateurs travaillent de leur côté et les auteurs du leur. C'est-à-dire qu'en général, c'est très rare qu'ils se rencontrent en amont. Colline m'a envoyé très très vite des dessins d'Aline Valco, son site, pour que je puisse aller le visiter. Et je suis vraiment, ça m'a vraiment plu tout de suite. J'ai trouvé que les couleurs s'adaptaient parfaitement à la nouvelle. Et puis j'aimais ce côté un peu excessif dans sa couleur, cette manière qu'elle a de tisser le trait et de transformer vraiment les personnages. Incroyable ces chevelures qu'elle fait qui sont multicolores. Je trouve ça très très beau, je trouve ça très original. D'ailleurs, j'avais fait un petit tour dans une librairie jeunesse pour voir un petit peu ce qui se faisait et je trouve que les dessins d'Aline sortent absolument du lot. Enfin, voilà, je trouve qu'ils ont quelque chose de très particulier et en tout cas pour ce livre, c'était absolument la rencontre idéale. Et j'ai laissé en fait Aline travailler de son côté, j'avais pas envie de la guider. Je pense que elle fait des dessins pour Le Monde et pour le magazine également du Monde toutes les semaines et je trouve qu'elle a un talent fou. Voilà, donc j'ai attendu qu'elle ait fini ses dessins pour les voir et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour son travail. Si je comprends bien, elle a fait les dessins et vous, après l'histoire, elle est venue après, si je Voilà, c'est comprends. ça. On s'est rencontrés tardivement. On s'est rencontrés à un moment donné. Il y a eu une réunion qui a été organisée chez Gallimard qui nous a permis de se rencontrer. Oui. Et elle est un peu timide. Et puis moi, je suis pas non plus, malgré les apparences, je suis un peu timide aussi. Mais on avait pu s'échanger quelques phrases, quelques mots. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle s'est vraiment appropriée le texte. C'est-à-dire que dans le texte d'un écrivain, vous avez toujours des moments, des passages auxquels l'écrivain tient beaucoup et qui sont des passages qui représentent symboliquement le texte. Et Aline a réussi à extraire du texte des dessins qui correspondent à ces passages. Donc elle a vraiment lu, non seulement lu, mais elle se l'est approprié directement. Et le premier dessin qu'elle a fait, qui a été le dessin de la couverture après, qui a été décidé par la maison après, et le dessin du père et du fils, parce que pour elle, la nouvelle, avant tout, parle d'une relation fusionnelle entre un père et un fils. On va d'ailleurs s'intéresser à cette histoire. Racontez-nous en quelques mots cette belle histoire, il faut le dire, que va vivre notamment Hippolyte. Cette histoire nous captive, vraiment, on peut le dire, du début jusqu'à la fin. Bravo à vous, Gilles, et puis également à Aline, si elle nous écoute, bien sûr. Merci Guillaume. Je crois que, en fait, c'est une histoire actuelle qui pourrait se passer tout à fait de nos jours, dans une banlieue parisienne. Pourquoi une banlieue parisienne? Parce que j'essaye de varier un peu les lieux de mes différentes histoires et de mes différents romans. Celui-ci est un roman court, c'est une nouvelle, on pourrait dire avant tout. Oui. Une banlieue parisienne, et j'ai choisi une banlieue tranquille, qui s'appelle Longjumeau, qui n'est pas une banlieue difficile, comme on dit parfois dans les langages, mais il fallait un endroit un peu excentré quand même de Paris. Il fallait qu'on sorte de Paris, avec une école complexe qui parle beaucoup de mixité. Il ne suffit pas d'aller en banlieue pour connaître la mixité, elle existe aussi à Paris et dans beaucoup de villes de France. Mais c'était intéressant de raconter le 24 heures de la vie d'un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Hippolyte et qui est un drôle de petit bonhomme qui parfois est aussi un peu le père de son propre père, qui s'occupe de lui, qui le fait manger, qui le réveille, qui est vraiment en admiration totale pour son père, qui est un homme un peu cabossé par la vie, qui travaille dans une usine. Sa femme l'a quitté avec le voisin, le père d'une meilleure amie d'Hippolyte, qui s'appelle Gégé. Et l'homme, visiblement, s'en remet pas. Et quand je vous parlais tout à l'heure de faire dans sa vie des choses qu'on aime, eh bien, le père, par exemple, n'aime pas visiblement travailler à l'usine. Voilà, c'est un travail alimentaire, il le fait. Et sa vie n'est pas tout repos, on va dire. Elle est difficile. Il y a cette relation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre un père et un fils également. C'était ça aussi, un peu le message, entre guillemets, ces relations que peut avoir un papa et son enfant.
J'avais envie d'évoquer des thèmes comme la monoparentalité, par exemple. Je trouvais ça intéressant. Un père qui élève seul son fils, voilà. Aujourd'hui, les pères ont pris beaucoup d'importance dans l'éducation de leurs enfants. Il y a beaucoup de pères qui élèvent leurs enfants. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, un père sait changer de couche, voilà, et s'occuper d'un môme, ce qui n'était pas le cas, voilà, il y a longtemps, en tout cas. Voilà, je trouve que c'est important d'évoquer ça aussi. Et puis peut-être que s'il y a un message, moi je me sens plus comme une sorte de passeur d'émotions, ce serait de dire mettez un peu de couleur dans vos vies pour les rendre plus belles, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée d'Hippolyte qui est déposé à l'école très tôt, bien plus tôt que tous les autres enfants. Il doit attendre un bon moment avant que les enfants arrivent, et il a appris à dessiner pendant ce temps-là, voilà, et il fait des dessins d'aimants, il met de la couleur partout, et ça ravit, et ça transfigure un peu les gens autour de lui. Gilles Paris, quels sont vos projets pour la suite? On suppose que ça doit bouillonner dans Alors, votre tête. il y a un roman qui est très important pour moi, que je travaille depuis 2 ans, qui est donc a priori le prochain livre que je vais publier, qui est un livre qui se passe entièrement en Italie, et qui est un livre à la fois très romanesque et avec vraiment beaucoup de personnages. C'est un roman choral, comme l'était Le Vertige des Falaises, mais d'une manière un peu différente, avec des personnages qui se croisent dans un hôtel, voilà, et avec des histoires entre eux, des aventures, et puis surtout beaucoup de surprises dans ce roman. Et puis je vais travailler sur un projet jeunesse, un autre projet, sur lequel voilà, on a fait déjà quelques rendez-vous, et qui me tient beaucoup à cœur aussi pour Gallimard. Et puis peut-être déjà c'est pas mal pour travailler, ça me paraît, tout ça va me projeter au moins dans les 2, 3 années à venir. Donc voilà, ça me paraît bien, faut pas mettre trop de projets non plus en cours, il faut pouvoir les mener à terme. Oui, puis également l'agence à mener, bien sûr, hein. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'équilibre, mais parallèlement, moi j'aime bien mon métier d'attaché de presse, je me vois mal l'arrêter, et c'est un peu un équilibre pour moi, parce que voilà, j'aime bien, et puis après je trouve toujours du temps pour écrire, je me débrouille, je suis un peu las de la débrouille, j'ai appris ça dans les différents métiers que j'ai fait à l'âge de 18 ans, et c'est vrai que de travailler très tôt dans la vie active m'a permis probablement de m'organiser peut-être différemment, et d'arriver à trouver des sens à ma vie et des priorités pour pouvoir faire tout ce que j'aime. Gilles, comme à son habitude, passons tout de suite à la minute cool, si vous le voulez bien. Plutôt Oui, piscine ou patinage? piscine. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent Suresnes. Sur Rennes, Oui, ma vie 3 de mots. naissance. Ma vie de naissance, je ne suis pas resté longtemps, hein. J'y suis né simplement, alors je vais dire hôpital, je vais dire Paris, évidemment, enfin, pas loin en tout cas de Paris. Et puis l'hôpital Foch aussi, qui est l'hôpital où je suis né, et dont je garde absolument aucun souvenir, mais qui est un hôpital, paraît-il, extraordinaire. Sortie entre copains ou en famille? Ah non, entre copains. Le dernier film que vous ayez vu, c'est lequel? Alors le dernier film que j'ai vu m'a bouleversé, c'est un film qui s'appelle Babel, dans lequel on retrouve notamment Brad Pitt et d'autres acteurs absolument extraordinaires. C'est un film qui se passe au Maroc. C'est une croisée de destins et de personnages qui sont liés. Tous ces personnages sont liés par un seul outil qui est une carabine. Et c'est un film qui fait beaucoup réfléchir et qui m'a beaucoup troublé, que j'ai vu il y a quelques jours à la télévision, tout simplement. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Peter Pan. Pourquoi voler? Oui, pour voler, et puis pour, je sais pas, pour... vous savez, c'est ce que je dis, il faut mettre un peu de couleur dans sa vie, mais il faut mettre aussi un peu de magie. Alors, je suppose que je ferais des tours de magie si j'étais Peter Pan. Enfin, Gilles Paris, si vous aviez un rêve, ce serait... Un rêve, celui d'être riche pour avoir la paix. Pour pouvoir vraiment faire tout ce que je veux. Gilles Voilà. Paris, rappelons que vous êtes l'auteur de Inventer les couleurs aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, c'était très sympa. Et puis bien sûr, cette émission est également pour Aline, qu'on embrasse à nouveau, bien sûr, si elle nous écoute. Rendez-vous absolument. très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!